La terre n'est pas encore tirée de son grand somme. Et pourtant, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est le printemps. Mais dans le Québec, la grande nourricière est lente à s'éveiller. C'est que le clair soleil d'avril ne lui enlève pas vite son épaisse et moelleuse couverture d'hiver. Aussi, pour hâter la venue de ses premiers fruits, et comme pour la forcer de produire, l'homme a-t-il recours à sa propre industrie et il prépare ce qu'on appelle des couches chaudes. Il choisit pour cela un endroit bien protégé contre les vents dominants. Ici, la montagne fournit un abri magnifique. La neige est si éblouissante de blancheur qu'elle ne semble pas froide du tout. Elle est enlevée jusqu'à la terre encore gelée, mais qui aura tôt fait de se dégourdir sous l'action du soleil et du fumier chauffant. Voici le fumier qui vient de l'écurie. Pour les couches chaudes, on utilise de préférence le fumier de cheval, parce qu'il chauffe bien et produit une chaleur uniforme pendant plusieurs semaines. On le dépose en tas près de la couche à élever. Le fumier, c'est la litière des bestiaux mélangée à leur fiente. Un bon fumier pour couche chaude doit contenir 2 parties de paille pour 1 de crottin. De plus, cette paille doit avoir séjourné sous les chevaux pendant 24 heures au moins pour être imprégnée de purin. Ici, il y a trop de crottin. Il faut prendre soin de le mêler à du fumier plus pailleux. Là, il y a trop de purin. La meilleure façon d'utiliser ce fumier trop humide est de le mélanger à du fumier plus sec ou plus pailleux. Quant au fumier pourri, il doit être mis de côté. On s'en servira seulement pour entourer les couches. Puis on installe temporairement les cadres en place, afin de déterminer la superficie de la couche à monter. Comme la meule de fumier devra dépasser le cadre de 1,5 pied à 2 pieds tout le tour, on prend ces dimensions en conséquence et on plante des piquets aux 4 coins du rectangle. Pour étendre le fumier, une méthode consiste à le déposer par fourchée, tassées les unes contre les autres, en lits de 5 à 6 pouces d'épaisseur et en ayant bien soin de ne pas laisser de trous. Mais le montage de la meule sera plus uniforme si chaque fourchée est étendue. Remarquez que la meule est à quelque distance de la neige. Sur les bords, c'est très bien de piétiner le fumier pour le fouler. Sur le centre de la couche, cependant, on se contentera de la pelle, car le fumier doit y être légèrement tassé. S'il est trop tassé, il prendra du temps à chauffer. Ensuite, il chauffera trop vite. Au contraire, insuffisamment tassé, la couche s'affaissera plus tard par le milieu. Ceci nous donne une surface bien plane, et il n'y aura pas de brindilles de paille de mélanger plus tard au terreau, ce qui favoriserait la pousse des champignons. Et le cadre est posé définitivement. Il mesure 12 pouces de hauteur à l'avant et 16 pouces à l'arrière, ce qui donne au châssis une inclinaison de 4 pouces. Un cadre démontable, quand il est bien construit, est aussi facile à assembler qu'il se remise commodément quand vient le temps de le serrer. Il est très important que le cadre soit bien appliqué sur la meule et touche tout le tour. C'est pour cela qu'après avoir marché dessus, on ajoute un peu de fumier à l'intérieur pour calfeutrer. Lorsqu'il y a un trou, bouchons-le soigneusement. On pose ensuite les traverses, dont les extrémités en queue d'aronde maintiennent l'écartement des longs côtés. Les traverses
doivent être assez fortes pour supporter le jardinier au travail. Vous savez que la meule de fumier doit dépasser le cadre de 1,5 pied à 2 pieds tout le tour. Cet excédent constitue le réchaud et il est fait avec les restants de fumier qu'on a ramassés autour de la couche nouvellement montée. Et voilà pour le montage de la meule de fumier. Le terreau maintenant. Le terreau est cette terre de composition artificielle qui est riche en éléments nutritifs, poreuse et légère et qu'on prépare l'automne en mélangeant par parties égales de la terre sablonneuse, de la terre noire et du fumier bien pourri. Pour être bien pourri, ce fumier doit être vieux de 18 à 24 mois. On en met une épaisseur de 6 pouces. Puis on pose les châssis et on attend de 4 à 8 jours avant de semer ou de planter. Ajoutons pour les châssis qu'on utilise de la vitre semi-double. En effet, le verre double est trop épais et coûteux, tandis que le verre simple est trop fragile et conserve moins la chaleur. Remarquez que les vitres sont posées comme des bardeaux, c'est-à-dire que le bout de la vitre supérieure se superpose à la vitre inférieure pour permettre un écoulement facile de l'eau tout en restant étanche. Plus la saison avance, moins les couches ont besoin de chaleur. Au début, la meule de fumier devait avoir de 15 à 18 pouces d'épaisseur. Un peu plus tard, 10 à 12 pouces suffiront. En mai, on ne met plus que 6 à 9 pouces. Les couches s'appellent alors couches tièdes. Nous verrons plus loin comment faire les couches froides. Une autre couche de prête. On nettoie les environs, les côtés sont peignés. Avec tous ces restants de fumier, on fait le réchaud. De la besogne bien faite, c'est toujours beau à voir. Notez bien que le lit de terreau doit invariablement avoir 6 pouces d'épaisseur. Vous ai dit que les couches devaient être orientées est-ouest pour faire face au midi. Et voilà, dans 4 à 8 jours, tout sera prêt pour le semis. Les grandes exploitations négligent forcément certains détails de moindre importance. Ainsi, le fumier, ramassé 1 ou 2 mois à l'avance, est mis en gros tas et commence à chauffer sur place. Malgré cette perte de chaleur, il reste encore utilisable. La charge est versée à l'endroit même de la couche et le fumier est épandu à la hâte. Mais par les bien réguliers toutefois. Les cadres n'ont pas besoin ici d'être démontables. De plus, comme ils sont d'égale hauteur à l'avant et à l'arrière, voici comment très simplement on les incline vers le sud. Mais le réchaud ne laisse pas d'être indispensable et il est bien fait. Il est bien entendu qu'on doit choisir une journée chaude pour travailler dans les couches. On conseille d'ajouter un peu d'engrais chimique au terreau, soit 2 livres à 2 livres et demi de superphosphate par couche. Pour les légumes tels que laitue, chou-fleur, céleri, etc., on emploie du 4-8-10. Après avoir enfoui l'engrais chimique, on aplanit le terreau. Voilà du terreau parfait. Celui-ci est beaucoup trop humide. Quelques jardiniers finissent une surface au petit râteau.
Mais il est de beaucoup préférable d'utiliser la planche, car lors des arrosages, l'eau aura moins de chance de se creuser des sillons. On repose les traverses qui avaient été enlevées pour le travail du terreau. Voici le gabarit dont on se sert pour tracer des rangs réguliers et droits. Une bonne méthode pour faire des sillons larges, mais peu profonds. Il faut en effet une certaine largeur au sillon si l'on veut que la graine s'y éparpille bien. Mais le bon jardinier a des doigts et il s'en sert à propos. Ces sillons ne sont pas recommandables. Ils sont trop rapprochés. De plus, cette règle en tiers-point donne un sillon en forme de V trop étroit au fond. La graine s'y entasse. Au contraire, quand le sillon est large, le jardinier n'a qu'à secouer doucement le sachet de semences pour obtenir une distribution uniforme des graines sur une largeur d'1 pouce environ. Pour enterrer la semence, il y a la bonne manière et la moins bonne. La grande entreprise n'est pas toujours très minutieuse. Cette dernière façon d'enterrer la semence est certainement la plus recommandable. Semer à profondeur et espace égal, les graines lèvent uniformément. Les plants de même grosseur donneront des produits uniformes et ce sont les récoltes uniformes qui font le succès des cultures sur le marché. Immédiatement après le semis, il faut étiqueter. On inscrira sur la planchette la sorte de légumes semés, sa variété avec la date. Puis on foule légèrement le terrain, on plombe, selon l'expression consacrée, afin que chaque grain soit bien en contact avec le sol humide et germe plus rapidement. Une manière de plomber en ménageant ses reins. Nous envisagerons maintenant le triple problème de l'air, de l'humidité et de la chaleur nécessaires à la germination. Il est indubitable que les couches chaudes, dès la seconde journée après le montage, ont un grand besoin de ventilation. Voici les crémaillères utilisées à cette fin. Il faut ouvrir du côté opposé au vent et faire en sorte que l'air frais ne frappe pas directement les plants. On commence par une très petite ouverture pour ouvrir de plus en plus à mesure que la température extérieure se réchauffe. Un peu plus tard, dans la saison, on ira même jusqu'à enlever complètement les châssis pour quelques heures d'abord, puis toute la journée, et jusque pendant la nuit, si elle ne s'annonce pas trop fraîche. Souvenons-nous qu'un excès de chaleur serait aussi dommageable que le froid, et que les couches ont besoin d'une constante surveillance. Tous les légumes semés de bonne heure doivent être repiqués si l'on veut en faire des plants robustes. Une nouvelle couche est préparée à cette fin. Le terreau en est nivelé et la place des plantes marquée d'avance. Les plants sont très délicatement arrachés et conservés tout le temps à l'ombre pour qu'ils ne sèchent pas trop vite. La petite boîte renversée fait un bon parasol pendant la plantation. Savez-vous planter des tomates à la mode de chez nous? On les plante avec le doigt. Mais il faut pour cela que le terreau soit très très meuble, car on s'expose à briser les jeunes racines toujours fragiles à l'excès. On plante aussi avec 2 doigts. C'est la meilleure manière d'obtenir une plantation à profondeur égale, sans risquer de briser les racines ou la tige. Mais il faut prendre garde de ne pas presser le terreau trop fortement contre les racines. Après la plantation, quand le soleil est ardent, il est nécessaire d'en tamiser les rayons en recouvrant les couches de cotonnade. On peut également, à cette fin, se fabriquer de grandes toiles avec de vieilles poches cousues ensemble. Le moyen le plus simple est d'éparpiller de la paille sur les châssis.
oublier que les mauvaises herbes poussent fort bien en couche chaude. L'ivraie sera arrachée et jetée au feu. Des arrosages seront également nécessaires, mais qu'on veuille bien se rappeler qu'il vaut beaucoup mieux arroser copieusement et moins souvent que très peu et plus souvent, tenant compte que les jeunes plants ont besoin d'eau. Quand la saison est assez avancée, les couches n'ont plus besoin de fumier chauffant. On les appelle couches froides. Voici comment procéder pour les couches froides. Le sol est à peine dégelé. On lui fait une application d'engrais, puis on le bêche. On installe ensuite le cadre. On vous a dit que la couche froide se montait sans fumier chauffant. Cela ne veut pas dire sans fumier du tout. Il en faut tout de même un peu, ne serait-ce que pour buter le cadre tout le tour et empêcher l'infiltration de l'air par-dessous. Quatre ou 5 jours après le posage des châssis, la terre sera suffisamment réchauffée, on y tracera des rangs et on plantera. Pour économiser de l'espace, les jardiniers font ce que l'on appelle de la culture intercalaire. C'est ainsi qu'entre des rangées de laitue, on plante des choux, entre des rangées de céleri, des oignons, etc. Lorsque les châssis de couches se font rares à la fin du printemps, on peut encore utiliser des panneaux de bois pour couvrir durant les nuits fraîches certains légumes rustiques en couches froides. Les maraîchers cultivent en primeur les légumes les plus variés. Les petits oignons ne requièrent que peu de soins et se vendront très bien dans quelques semaines. Ils sont déjà appétissants, n'est-ce pas? Avec la motorisation des instruments aratoires et des moyens de transport, le fumier de cheval se fait de plus en plus rare. Aussi, pour remplacer le fumier chauffant dans les couches, a-t-on recours à l'électricité pour obtenir de la chaleur. Vous avez là une installation très moderne de couches électriques. Les serres sont le complément nécessaire d'une exploitation maraîchère moderne. Elles permettent au jardinier, qui peut y faire ses premiers semis, de commencer beaucoup plus tard le montage des couches chaudes. Et voici comment on peut réaliser des cultures qui seraient impossibles, ou du moins très difficiles, sans les couches chaudes. Aux cultivateurs laborieux, qui soupirent tout l'hiver après la venue des beaux jours, nous disons: faites des couches chaudes, et dès le mois de mars, vous cultiverez des primeurs, vous préparerez des plants sains et vigoureux qui font la gloire de nos jardins.